Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc... il nous manque un intervenant, donc j'espère qu'il va arriver pendant le... On va commencer, comme ça va le faire venir peut-être. Ceci dit, on a tellement de choses à dire que de toute façon, on va essayer de tenir dans le temps imposé. Donc pour ceux qui ont suivi l'année dernière, voilà, l'année dernière on avait fait un constat qui était un peu catastrophique, puisque globalement, pour résumer, on disait que pour 1 euro, bonjour, 1 euro, j'avais bien dit qu'il allait venir, pour 1 euro de prime, pour 1 euro de cotisation, en gros, on avait 2 euros d'indemnité, ce qui est un peu embêtant. Et voilà, donc il y en a beaucoup qui ont bu le bouillon, et voilà, nos utilisateurs disaient qu'ils couraient plutôt après les assureurs que le contraire. Et puis la situation ne s'étant pas arrangée, voilà, la question c'était de se dire comment on peut faire pour relancer ce secteur qui, malheureusement, on va le voir avec nos intervenants aujourd'hui, devient quand même incontournable, je ne sais pas, mais ça a quand même des airs d'indispensable. Donc il faudrait qu'on voit comment on va rétablir cette dynamique. Et pour parler de ça, ça tombe bien puisqu'on a des acteurs qui sont à la fois du côté des assureurs et du côté des utilisateurs. Donc ils vont se présenter dans quelques secondes. Et côté assurance, on a un courtier, un assureur, donc c'est bien parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision de l'approche, du métier, oui, de l'approche, pas forcément, puisque sinon ils seraient tous les deux assureurs. Et vous allez voir que nos utilisateurs et nos deux professionnels du secteur ont des propositions pour relancer la dynamique. Et voilà, ça va être quelque chose de très intéressant. Donc pour commencer, je vais leur demander de se présenter. Donc on va commencer par Craig. Et présenter la société vraiment 2-3 mots. OK. Donc, je suis responsable pour le marché de cyberassurance en Europe pour Hiscox. Et Hiscox est un assureur spécialiste dans les domaines de technologie, l'art privé, beaucoup de choses comme ça, et aussi de cyber. Merci. Laurent ? Bonjour à tous, donc moi je suis Laurent Gérardin, je suis le directeur cybersécurité du groupe April. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe April, nous sommes un courtier grossiste en assurance. C'est à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2300 collaborateurs à peu près répartis dans 16 pays dans le monde. Voilà. Et alors évidemment, ils témoignent, comme l'année dernière on avait AXA qui témoignait comme utilisateur, là de la même manière, April témoigne en tant qu'utilisateur, en tant qu'assuré. Ravi de le faire. Merci. Christophe ? Bonjour, Christophe Madec. Je travaille chez BC, cabinet BC, qui est un cabinet de courtage, société basée à Nantes, 500 personnes. Je suis chargé de clientèle, donc je m'occupe d'un certain nombre de comptes, de risques, et je fais office de sachant en assurance cyber dans le groupe. Voilà. Et enfin, nous avons Fabien Gallet, qui est donc, lui, notre deuxième témoin. Donc, Fabien Gallet, RSSI du groupe Astilflash USI. Nous sommes 7e groupe producteur mondial de PCB, donc ce sont des circuits imprimés basés dans 19 sites industriels à travers le monde, en Chine, aux États-Unis, enfin plus de 7 pays différents. Et nous avons le plaisir d'être assurés. Je sais que peut-être dans l'audience notre assureur se trouve, donc on aura le plaisir de discuter de cette thématique en tant qu'utilisateur et en tant qu'assuré du coup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par... alors, on va faire ça en plusieurs temps. Donc, on va déjà essayer de dresser assez rapidement un état des lieux. Donc, comme je vous disais, on est... Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'historique, mais on va le rappeler rapidement. Donc, on est aujourd'hui à une certaine étape. On va faire un état des lieux avec nos intervenants. Ensuite, nous verrons quelles pratiques ils peuvent, eux, vivre ou suggérer dans leur relation au continu depuis plusieurs années. Voilà, comment ils voient qu'on pourrait... Ils ont des pistes, donc ils en ont plusieurs. Vous allez voir, c'est assez constructif. Et ensuite, nous verrons... on verra on se posera la question de savoir si finalement, est-ce que tout ça est assurable ou pas, ou comment on va s'en sortir. Voilà. Donc, nous allons commencer par faire un état des lieux. Et donc, Christophe, on va commencer avec Christophe. Christophe, donc... comment vous voyez l'état des lieux aujourd'hui ? Est-ce qu'on est toujours dans le marasme ? Est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce que c'est pire que l'année dernière ? Alors, l'état des lieux, on va faire une rapide histoire, on ne va pas remonter très loin, mais c'est vrai qu'il y a, on va dire 5 ans, on pourrait remonter un peu avant. Je veux dire, l'assurance cyber se développe fortement, notamment en France. Voilà, on a été catalysé par les événements NotPetya, WannaCry qui avaient, marqué, qui avaient été largement médiatisés. Et l'assurance cyber, le marché de l'assurance cyber, en tout cas, s'est structuré pour voir quasiment tous les assureurs de la place en France. Il y en a un certain nombre, plus 10 en tout cas, effectivement,
proposer des solutions d'assurance dédiées à la couverture de ce risque. Voilà, c'était un risque entre guillemets nouveau. On parlait de cyber, avant on parlait de risque informatique, mais voilà. Donc l'assurance se développe, arrive la période du confinement, et avec le confinement, on va laisser le sujet pandémie de côté, mais c'est l'ouverture des systèmes d'information, c'est l'explosion du télétravail, et c'est une cybercriminalité qui s'organise, et on a vu pendant 2 ans, j'allais dire, une vague de sinistres, d'attaques informatiques comme on n'en avait jamais connu. Et effectivement, pour le marché de l'assurance, ça a été un moment, j'allais dire, compliqué. Les couvertures d'assurance ont été mises à l'épreuve du feu. Elles ont bien fonctionné. Ce sont des contrats qui étaient nouveaux. Certains s'interrogeaient, qu'est-ce que ça couvre? Est-ce qu'au jour du sinistre, on va bien être indemnisé? Est-ce que la promesse va être servie? La promesse a été servie parce que les assureurs, je crois, ont vraiment joué le jeu. Ceci étant, je pense que personne ne s'attendait à voir cette sinistralité-là. Et on a tous collectivement beaucoup appris. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, quand on rencontrait, il y a 5 ans, pardon, un DSI ou un RSSI, on était humble, on était surtout non sachant sur un certain nombre de sujets qui n'étaient pas les nôtres. Et on a beaucoup appris en l'espace de 5 ans. On s'est tous mis à niveau, on n'a pas monté les marches, on a monté des étages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la souscription d'assurance cyber passe par un certain nombre de questionnements. Et il est devenu plus difficile de s'assurer aujourd'hui que ça ne l'était hier, mais tout simplement parce que l'assureur fait son métier d'essayer de qualifier un risque, de l'apprécier. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui sont assurées et qui ont élevé leur niveau de maturité cyber. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui effectivement sont dans des projets d'investissement et d'investissement assez importants, et qui malheureusement se voient souvent opposer des refus de garantie, tout simplement parce que l'assureur aujourd'hui a fixé des prérequis. C'est vrai en cyber, c'est vrai en assurance incendie, c'est vrai en assurance automobile, c'est vrai dans tous les domaines. Donc voilà, donc on a un marché qui était jeune, qui se structure, qui s'organise, et il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'adéquation entre l'offre et la demande. Il y a des demandes qui sont non satisfaites parce que les assureurs se sont quand même mis en position de retrait, de repli. Moins d'appétit à ce risque-là. Des niveaux de primes. Alors certains parlent de majoration, 300, 400%. Je ne sais pas s'il faut parler de majoration, c'est-à-dire qu'avant, je ne devrais pas vous le dire, mais on tarifait un peu au doigt mouillé. N'importe quoi. Voilà, on faisait un prix et puis on verra bien. Non, maintenant, quand on fait un prix, il faut payer des sinistres. Le but de l'assureur, c'est d'être là aujourd'hui et d'être là demain et après-demain. Donc oui, les primes ont augmenté. Je pense qu'elles sont à la hauteur du niveau de ce risque. Moi, je fais toujours une illustration quand on me dit c'est cher. La probabilité que vous ayez un sinistre cyber dans les 10 ans ou dans les 15 ans, les gens y croient tous. Voilà, ça semble une hypothèse raisonnable. Le fait qu'un incendie détruise totalement un bâtiment, ça l'est un peu moins. Alors, le fait que l'assurance cyber soit au niveau tarifaire qu'on voit aujourd'hui, finalement, a rien de surprenant. Donc voilà, donc c'est un marché qui évolue, c'est un marché compliqué. On a connu des campagnes de renouvellement, parce qu'on a des portefeuilles qui se renouvellent généralement sur le 1er janvier, 1er juillet. Très compliqué, des assurés qui ont vu leur franchise multipliée pour certains par 10, par 5, enfin on a tous les cas de figure, des primes par 3, par 4, par 5, et puis surtout des assureurs qui à 5 ans étaient en capacité de proposer des limites de garantie en moyenne, on va retenir 25 millions d'euros pour certains plus aujourd'hui, sur le risque ransomware qui est un risque majeur, c'est 5 millions d'euros de garantie. Donc, ce qui veut dire que pour un grand groupe, par exemple, qui souhaite s'assurer à hauteur de 50 millions, ce qui en soi non plus est pas énorme, il faut pouvoir mobiliser 10 assureurs. Et ces 10 assureurs vont avoir tous leurs questionnements, leurs interrogations. On va y revenir après. Donc, très bien. Alors, justement, puisqu'on est sur le problème de la réassurance, Fabien, pour Astil Flash, me parlait de ça, donc je voudrais avoir votre retour là-dessus. Tout à fait. Mon micro qui... Merci. Du côté assuré, effectivement, je ne vais pas vous paraphraser, Christophe, on est effectivement dans une difficulté pour retrouver une assurance, que ce soit auprès de son propre assureur ou d'un courtier, ce qui a été notre choix de se faire accompagner dans la présentation de notre dossier actuel, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été attaqué par Ereville, un ransomware sur Dinokibi qui nous a mis à plat pendant 2 semaines, disons en moyenne. Certains sites ont démarré tout de suite.
Et donc, on a pris plein de mesures par la suite, de mesures de sécurité accompagnées par notre assureur, ce qui est d'ailleurs, je pense, un atout aussi aujourd'hui pour les entreprises en termes de sécurité, c'est que quand vous avez un assureur, c'est votre meilleur allié auprès de votre board. Pour les DSI et les CISO, la mise en place de certains outils et la conviction intime qu'il faut aller vers ces outils, votre assureur vous accompagne. Mais qui plus est, vos éditeurs aussi. On s'est rendu compte que certains de nos éditeurs proposaient une assurance liée. Finalement, dans cette difficulté de se réassurer, est-ce que l'éditeur n'est pas un partenaire de choix pour dire à votre assureur principal que voilà, vous avez une police connexe au fait d'adopter tel éditeur de logiciel de protection? C'est une piste, donc on comptait évoquer plus tard, mais comme Christophe a bien développé des thématiques qui sont tout à fait les nôtres, évidemment, de l'autre côté de la barrière, je me permets d'avancer un tout petit peu sur ces points. Absolument. Donc, alors, la prise en charge, peut-être en 2 mots, aussi a changé. Pas seulement donc, le coût, la prime a augmenté, mais en plus, la prise en charge a été diminuée sur certaines polices, et nous, typiquement, certains coûts d'exploitation étaient pris en charge, des pertes d'exploitation, les heures prestées de nos employés, pour ce qu'ils n'ont pas pu prester sur leurs tâches habituelles, ne sont pas prises en charge. Et le seront, a fortiori, encore moins, y compris pour la prise en charge du sinistre. Ce sont des choses qui sont extrêmement courantes, de voir vos équipes monopolisées, y compris des équipes qui n'ont pas ces attributions-là. Chez nous, nos engineering se sont mis à faire de l'IT. Donc, voilà. Et pendant ce temps-là, ils ne font pas leur job. Déjà, leurs machines sont à l'arrêt, mais a fortiori, ils ne sont pas au chômage, puisqu'ils sont en train de faire d'autres actions. Donc, c'est un point, effectivement, qui est à prendre en compte dans les nouvelles polices. Très bien. Alors, il y a une notion pendant la préparation dont Greg me parlait qui est intéressante justement dans l'évolution et aussi de l'analyse de la situation. Vous aviez abordé donc le risque systémique. Donc, est-ce que vous voulez nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est intéressant comme approche. Oui, donc ça c'est une des raisons pour les augmentations de primes et pour expliquer pourquoi je vais utiliser l'exemple de assurance en dommages. Donc, Hiscox assure beaucoup de maisons en France et donc nous devons être conscients des risques systémiques en cet domaine aussi, comme les inondations dans une zone géographique. Et donc, s'il y a ce type d'événement dans une zone géographique, nous devons être sûrs que nous n'assurons pas trop de clients dans cette zone spécifique. Si c'est le cas, peut-être on va arriver dans une situation où nous n'avons pas assez de l'argent pour payer pour tous ces sinistres. Le problématique avec ça, c'est en général, si on veut vendre plus de police dans une zone, plusieurs zones, on peut acheter de réassurance. Mais les réassureurs, ils ont leur propre limite d'exposition pour chaque zone géographique. Donc l'autre option, c'est qu'ils peuvent sécuriser le risque et vendre les obligations catastrophes aux investisseurs. Donc ça, c'est l'autre option pour passer à cette risque systémique à les autres acteurs. Mais en cyber, c'est plus difficile parce que personne a trouvé un moyen de faire les obligations catastrophes. Et parce qu'il n'y a pas les zones géographiques différentes, il y a seulement une zone et c'est Windows 10. Donc tout le monde utilise le même système et grâce à ça, tous les assureurs et réassureurs touchent leurs limites de risque, d'exposition qu'ils peuvent avoir beaucoup plus vite que dans les autres lignes d'assurance. Donc grâce à ça, on arrive dans une situation où les primes pour les réassurances sont très hauts ou montent. Et on a une autre situation, c'est que les assureurs comme Chubb, ils sont en train d'ajouter une exclusion pour les risques systémiques pour les clients avec plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'il veut continuer à vendre les nouveaux polices, mais il peut faire ça simplement avec cette exclusion. Et ce n'est pas possible de le faire s'il n'ajoute pas cette exclusion. Et pour nous, à Hiscox, nous n'utilisons pas une exclusion comme ça, mais par contre, nous avons dit que nous ne voudrions pas les clients avec plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Parce que ce n'est pas assez rentable, ce segment, pour avoir ce risque systémique. Parce que nous devons avoir plus de primes pour payer pour l'incertitude. Parce qu'on sait plus ou moins la sévérité des incidents systémiques, comme une défaille en Windows 10, mais on ne sait pas la fréquence. Et donc, c'est très difficile à tarifier ce type de risque. Et du coup, la mutualisation ne suffit pas à faire un exercice rentable, en fait. D'accord. Alors, Christophe, j'ai une question qui est toute bête, mais pourquoi est-ce qu'il faut sauver ces offres?
finalement? Il faut se poser la question. Il faut sauver ces offres parce que, j'allais dire, le risque numérique, il est là depuis très longtemps et il va continuer de s'intensifier. Donc, qui dit risque, dit à un moment donné pour des entreprises, gestion de leurs risques. Et on souhaite à un moment donné transférer une partie de ce risque quand il devient insupportable ou trop important, parce qu'on ne peut pas investir ad vitam aeternam et des montants qui seraient bien trop importants. Il faut sauver ces offres, je ne sais pas, il faut trouver la bonne adéquation entre l'offre et la demande, parce qu'on a besoin de développer ce marché. Encore une fois, c'est un marché jeune. Je crois qu'il y a à peu près 250 millions d'euros de primes en France pour couvrir le risque cyber. C'est très peu par rapport à l'incendie, par rapport à la responsabilité civile, par rapport à l'automobile. Donc il faut que les assureurs continuent d'être présents, il faut que la gestion des risques, tout ce qui est cyber, soit réellement prise en compte et les assureurs aujourd'hui fixent des prérequis. Mais on a réellement besoin, on a des entreprises mécontentes de ne pas trouver d'assurance, mécontentes des conditions qui leur sont proposées, mécontentes de ne pas trouver suffisamment de capacité. Elles ont besoin de transférer ce risque. Donc voilà, donc il faudra trouver la bonne équation. Alors, justement, sur ce point précis, chez Astilflash, pendant la préparation, Fabien me disait, bon, finalement, si on regarde côté ROI de l'assurance, est-ce que ça vaut le coup de se rassurer? Donc, vous voulez en dire un peu plus là-dessus? Oui, volontiers. J'ai la voix qui porte, mais quand même. Effectivement, la question de l'investissement et de l'arbitrage peut se poser. Typiquement, mon équivalent en Chine me dit à un certain stade, est-ce que ça vaut bien la peine de continuer avec une assurance dès le moment où on est peut-être à 1 an après le sinistre et on n'a pas encore reçu d'acompte, on n'a pas encore reçu, bien qu'on a démontré qu'effectivement on a pris les bonnes étapes. Il y a un temps, en fait, un temps long avant d'être remboursé. Pour une grosse entreprise comme Astilflash, c'est quelque chose qui est digeste, je dirais, dans notre chiffre d'affaires, mais pour une petite PME, ça peut mettre à plat. C'est trop long. Pour nous, en tout cas, je vais parler juste pour nous, l'augmentation de notre niveau de sécurité sont des investissements qu'on doit justifier. Et se pose la question en interne, pourquoi pas investir plutôt que dans une assurance, aller plus loin encore dans l'augmentation du niveau de sécurité, voire même ne plus du tout avoir d'assurance. Pas transférer de risque du tout. Au lieu de transférer, de tout assumer en interne. La question s'est posée. Je ne dis pas qu'on y a répondu de la sorte, mais la question s'est posée à plusieurs égards. Et c'est difficile à convaincre, effectivement, donc le CIO du groupe, que l'assurance a un réel ROI dans cette situation où les remboursements n'ont pas encore eu lieu, les acomptes n'ont pas eu lieu, et où, pour l'avenir, on se pose la question, vu que les primes augmentent et que le risque est moins couvert, finalement, les mesures de sécurité, est-ce qu'elles évoluent avec le risque? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non, mais donc c'est à l'étude, c'est pas tranché. C'est pas tranché. Intéressant. Ce serait bien de venir nous redire ici ce que vous avez décidé l'année prochaine. Alors, j'ai déjà une petite idée. Oui, bien sûr. Donc, Laurent, vous me disiez, j'ai appris, mais je pense que c'est le cas dans pas mal d'entreprises, vous disiez finalement, la cyberassurance, on en parle souvent du point de vue informatique, mais c'est loin d'être limité à ça. Oui, en fait, donc déjà nous on est assurés, donc c'est qu'on y croit a priori, que ça a une utilité. Mais au-delà de ça, ce qu'on constate, et pour donner un petit peu un contrepoids à ce que disait Fabien un peu plus tôt, nous ce qu'on constate de plus en plus, c'est que comme beaucoup d'entreprises, on a des partenaires, on travaille avec beaucoup d'autres entreprises. Et comme beaucoup, je pense, on est audité. Si on n'est pas audité, on nous envoie au moins des questionnaires pour... ne serait-ce que par exemple quand on veut nouer un nouveau partenariat avec un assureur ou avec un nouveau courtier, on nous demande, vous savez, les fameux PASS, les plans d'assurance sécurité, on nous demande voilà, tout un tas de preuves comme quoi April est une boîte sérieuse et qu'on peut nous faire confiance. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on constate récemment qu'on nous demande de plus en plus, est-ce que vous êtes assuré ? Je pense qu'il y a quelques idées derrière la tête. Je pense qu'une entreprise comme April qui dirait non, on n'est pas assuré, voilà, il y aurait tout un tas d'interprétations possibles derrière de ça. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu être assuré? Et donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on a un niveau de sécurité pas assez bon pour qu'on puisse être assuré? Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions et même si je crois que tu vas en parler sur la possibilité de rendre obligatoire l'assurance cyber, mais même avant de la rendre obligatoire, nous ce qu'on observe, c'est que de facto, elle devient quelque part un peu obligatoire pour donner un gage de sérieux à nos clients et partenaires qui nous auditent.
Oui, c'est-à-dire les clients et l'écosystème, pas seulement les clients. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, si on commence à avoir des clauses comme ça dans les contrats de partenariat. Alors, il y a bien d'autres choses, hein, ça se Non, mais limite d'accord. pas. Non, mais il y a ça en plus. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une chose qu'on ne voyait pas avant, en tout cas. Alors, Christophe, justement, est-ce qu'on trouve encore des assureurs qui proposent de la cybersécurité? Parce que l'année dernière, on disait que, bon, il y en a pas mal qui avaient laissé la chemise et puis le reste avec. D'autres qui avaient fermé la porte en se disant c'est bon, j'ai assez déjà dépensé. Bon, vous êtes, en tant que courtier, vous êtes en relation avec des assureurs. Donc, est-ce qu'on en voit encore assez quand on est courtier? Est-ce qu'on a une offre qui peut être diversifiée? Ou alors il y en a qu'un ou deux ou... On en voit encore, heureusement. Il y en a d'ailleurs quelques-uns dans la salle. Si, on aimerait en voir plus parce que, c'est ce que je vous disais, 5 millions d'euros de garantie pour une compagnie d'assurance en termes d'engagement, c'est pas suffisant quand on a besoin de se couvrir à hauteur de 10, 15 millions, 20 millions, voire beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup d'assureurs. Donc, certains assureurs se sont mis en retrait et certains assureurs aujourd'hui nous disent oui, on veut bien regarder tel dossier, mais avec un point d'attachement, une franchise, enfin peu importe, avec un seuil d'intervention qui serait de 30 millions, 50 millions. Bah, je suis désolé, mais avec un tel point d'attachement, je veux dire, on a quand même beaucoup de clients qui n'achètent pas de ces limites de garantie. Donc on a besoin d'acteurs qui jouent sur le bas, sur les premières lignes, comme on dit dans le secteur. Donc oui, on a besoin de plus d'acteurs. On en trouve oui, il y a encore des acteurs. Il y en a beaucoup moins sur les premières lignes, sur les premiers millions, mais fort heureusement, il y a encore des acteurs. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie, puis on va voir aussi que si le marché évolue, le niveau de compétence de tout le monde a aussi augmenté, parce que ça, c'est un des points faibles. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Greg. Aujourd'hui, l'année dernière, on disait finalement, on a encore beaucoup de questionnaires plus ou moins pointus. Donc là, ça, apparemment, l'évaluation, c'est une chose qui a beaucoup évolué en un an. Oui, bien sûr. Je crois que avant, il n'y a pas assez de compétences dans les cyberassureurs pour faire assez d'analyse sur un risque. On a demandé est-ce que vous avez une sauvegarde, mais pas est-ce que c'est assez sécurisé ou qu'est-ce que c'est la rétention, quel type de sauvegarde, tout ça. Mais maintenant, oui, en général, on voit que les assureurs comme nous, on demande, OK, vous utilisez Veeam, par exemple. Est-ce que vous utilisez l'option de immutable backups et tous les trucs comme ça. Donc, nous sommes plus spécifiques dans les questions maintenant qu'avant. Et donc, ça, c'est grâce à la formation à l'intérieur de l'organisation. Mais c'est aussi juste grâce à le point qu'il faut que nous sommes mieux que hier, parce que depuis 2018, nous avons vu une augmentation dans la fréquence de sinistres de 300%, et en termes de sévérité, c'est 421% d'augmentation. Donc, c'est vrai que nous devons faire quelque chose, et oui, l'augmentation de primes, ça c'est une réponse, et l'autre, c'est d'être mieux avec les questions. Alors, là, on se trouve qu'on a un courtier, un assureur. Donc vous, on peut le dire à notre public, vous passez par... on est passé par EBC. Par notre ami. Et donc, alors justement, pourquoi vous passez par un courtier et pas directement par un assureur? Bon, alors déjà, en tant que courtier en assurance, ne pas passer par un courtier pour se faire assurer, je pense que ça poserait des questions sur le métier du courtage. D'un autre côté, vous connaissez aussi les assureurs. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en fait... Dans une entreprise normale, pourquoi la question peut se poser? Oui, tout à fait. Même si on est courtier en assurance, on a beaucoup d'expertise dans ce métier-là, mais il y en a une qu'on n'a pas, c'est le courtage en assurance cyber. Et c'est un métier en soi, on le disait à l'instant, voilà, il faut vraiment comprendre tous les tenants, les aboutissants pour pouvoir ouvrir un contrat. Et donc on a pensé que c'était pertinent de faire appel à un courtier, en l'occurrence BC à côté de moi. Et je pense qu'il y a deux avantages à ça. Alors le premier, un peu, j'ai introduit le sujet en disant qu'on ne sait pas notre métier, la cyberassurance. Donc BC, à contrario, c'est le leur, et ils sont de très très bons conseils en amont pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, toute cette paperasse qu'on va devoir remplir pour prouver qu'April montre patte blanche sur la cybersécurité. On a le support de BC pour comprendre toutes ces questions. Répondre les bons mots qui vont bien pour donner la confiance aux potentiels futurs assureurs. Donc ça, déjà, en amont, c'est une vraie force pour nous aider.
Et j'allais dire, même en aval, malheureusement, quand on a un sinistre cybersécurité, et c'est de notoriété publique, enfin c'est public, April a eu un incident de sécurité, fort heureusement, qui s'est bien terminé, mais en novembre de l'année dernière. BC a été clé également à ce niveau-là pour nous conseiller. Si on ne sait pas, au moment où l'incident se produit, en général, on est dans la panique la plus totale, il y a tout le monde qui court dans tous les sens. Et une des premières choses qu'il faut faire, et là c'est le RSSI qui vous parle aussi, c'est faire appel à un organisme extérieur pour vous accompagner sur la réponse à l'incident. Ça, voilà, quand on est une petite PME et même une ETI, ça peut être compliqué de se dire alors à qui je vais faire appel, et puis c'est pas au moment de l'incident qu'on se pose ce genre de questions. Et donc là, quand on se retourne vers notre courtier avec qui on a une vraie relation de partenariat, lui est là aussi pour nous dire tiens, on connaît telle et telle entreprise, contactez-les de notre part, contactez telle personne, etc. Donc ça facilite énormément la réponse à un incident. Alors justement, puisqu'on va passer aux recommandations et à ce que vous avez vécu, vous me disiez sur ce point précis, vous disiez que vous aimeriez qu'il y ait plus d'attention sur l'accompagnement après, par rapport au management, etc. Donc est-ce que vous pouvez creuser un peu là-dessus ? De manière générale, ça se passe très très bien. Après, voilà, il y a toujours des petites choses. Voilà, on en parlait justement récemment avec nos amis de BC. Notamment, nous, il y a un aspect qui nous a surpris dans la réponse à incident. Alors, bien évidemment, comme dans toute réponse à incident, on a fait une main courante de tout ce qui s'est passé, qui a fait quoi, quelle entreprise est intervenue sur quel sujet, etc. Mais je pense qu'on ne s'attendait pas du tout, en fait, comment dire, le niveau de granularité qui était stratosphérique de combien d'heures, quelle heure a été passée sur quel sujet, quel jour, entre quelle heure et quelle heure, etc. Et ça, vraiment, ça nous a surpris. Alors, bon, il paraît qu'il y a des outils qui existent pour ça, donc on s'équipera mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que voilà, ça c'était quelque chose qui nous a surpris, on n'était pas habitués. Et je pense que c'est quelque chose, typiquement, on a discuté, que voilà, on peut faire en amont. Le courtier peut apporter une expertise là-dessus et peut donner des conseils sur comment bien se préparer à la suite de la crise. Donc, ça, mettre en place un plan éventuel de... Tout à fait. D'accord. Juste un dernier point, oui. D'ailleurs, à ce propos-là, sur l'aide que peut fournir un courtier et puis aussi l'assureur, bien évidemment, pour aller dans le sens de... Enfin, vous l'aurez compris, moi je pense qu'une assurance, c'est plutôt une bonne chose. On parlait, je pense que dans le pitch de cette conférence, il y avait aussi le cas du litige. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, dans une vie précédente, j'ai travaillé à l'ANSSI et une constatation qu'on avait faite, c'est que les ESN devenaient de plus en plus le vecteur d'attaque sur les entreprises. Et là aussi, un courtier et puis bien évidemment l'assurance derrière peut vous aider là-dessus si on tombe dans ce genre de problématiques. Les fameux supply chain. Donc, Fabien, vous avez justement dans ces suggestions, il y a pas mal de choses intéressantes que vous m'avez proposées et j'aimerais bien que vous parliez de la qualification du sinistre et vous compariez ça un peu à l'assurance automobile. Donc, tout à fait. C'était intéressant. Donc il y a, à mon sens, en tout cas, un décalage entre cette vision statique, cette image à l'instant T qu'on prend de l'état de la voiture, finalement, pour prendre une petite image, et des risques qui, eux, sont dynamiques sur la route qu'elle va rencontrer. Ici, on postule que la voiture pourrait avoir des failles et des problèmes au moment où on prend le volant et que les risques ne vont pas bouger. Dans ce cas-là, effectivement, le contrôle par questionnaire a montré ses limites dans la cyber. Mais est-ce qu'un contrôle technique qui a des vertus ici peut-être dynamiques, d'avoir, comme on disait, s'équiper de logiciels capables de voir sur tel CVE à tel moment, est-ce que le risque n'a pas évolué? Est-ce que justement on ne devrait pas s'en prémunir? La CVE, c'est une faille qui est identifiée, documentée, etc. Mais finalement, ça ne résout pas tout le problème, puisqu'on ne va pas réviser non plus le contrat et la police à chaque minute où un nouveau risque arrive sur le marché. Donc il y a quand même un moment où il faut se fixer sur un framework, sur une baseline, et cette baseline, à l'heure actuelle, laquelle choisir quelle est celle qui est la plus proche du risque pour l'assurer convenablement. Avec l'effet également des mauvais élèves. Le conducteur, un bon conducteur, mauvais conducteur. Alors, une compagnie diligente qui prend les bonnes mesures de sécurité en temps et en heure, qui aujourd'hui est pénalisée bien qu'elle ait pris les bonnes mesures, par l'effet de tricherie, d'abord d'optimisation des coûts via l'assurance au moment où un sinistre arrive, mais aussi par la conduite délibérément dangereuse d'une entreprise qui connaît un risque et qui malgré tout prend le volant avec son bagage de problèmes à bord.
Un système malus-bonus, quoi. Alors voilà, comment moi je viens de Belgique, donc on n'a pas de permis à points, mais en l'occurrence ici, je pense que le malus risque d'être difficile à vivre au cours de la vie de l'entreprise. Et en tout cas, peut-être roulerons-nous plus prudemment. Absolument. Et alors, juste un point sur les compétences, vous Oui. avez vu une évolution ? Ah oui, j'ai vu clairement donc, dans le domaine que j'étais inspecteur en cybersécurité nucléaire à l'époque pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. On avait souscrit avec un des noms des assureurs en début de conférence. Je vais faire appel à votre mémoire et je ne citerai pas. Mais effectivement, j'ai vu les compétences du côté de l'assureur évoluer avec plus simplement ces petits formulaires qu'on a pu tous remplir pour savoir s'il y avait un backup. Aujourd'hui, on va dans la granularité, on va dans les détails. On creuse, est-ce qu'il y a du backup off-site ? Est-ce que ce backup est décuplé ? Est-ce qu'il est déconnecté en cas d'attaque ? Donc il y a vraiment un aspect dynamique qui est pris en compte et un ensemble de risques liés à qui hausse le backup. Enfin bon, c'est beaucoup plus granulaire, mais les compétences également des assureurs, des experts qui sont mis face à vous lorsqu'il y a un sinistre, mais aussi en amont du sinistre, en qualification, ont évolué effectivement depuis 6 ans. Alors, Christophe, vous dites que les obligations devraient s'adapter aux clients. Là, Fabien parlait alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais peut-être d'un contrat dynamique. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça, parce que ça ne correspond pas à ça. Est-ce que ça, c'est une piste ? Comment vous voyez cette adaptation des obligations aux clients et aux contrats ? Et c'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des mots magiques. Alors les mots magiques, je vais vous en citer quelques-uns. C'est MFA, EDR, patch management, protection de l'AD, etc., etc. Donc, et avec un niveau de détail assez important. Bon, il est vrai qu'une ETI, un grand groupe, je vais dire, c'est des prérequis, je vais dire, obligatoires en termes de gestion de risque, pas simplement pour l'assurance. Par contre, pour des structures, des TPE, PME, difficile de déployer de l'EDR, du SOC, c'est pas nécessairement adapté. Donc voilà, donc il y a peut-être besoin d'un peu de nuance dans l'approche. Les questionnaires, c'est très bien, ça peut fonctionner. Ça aussi, c'est limite parce que à une question donnée, la réponse n'est pas souvent oui ou non. Il y a de la nuance à apporter. Donc une souplesse en fonction des profils de risque. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes expositions, n'ont pas les enjeux en cas de sinistre sont un peu différents. Donc, et de temps en temps, et surtout dans un marché qui est aujourd'hui compliqué, je dirais, il y a des positions très strictes, très dogmatiques, et il y a des dossiers qui passent pas, qui pourraient passer. Donc voilà. Alors peut-être que si l'année 2022 est plus clémente en matière de sinistralité, voilà, les assureurs reprendront un peu d'élan, retrouveront un peu de confort, mais on a besoin de souplesse. Il faut que ce marché se développe, dit autrement. 250 millions d'euros de primes, c'est très peu. Il faut mutualiser. Plus on mutualisera, plus on trouvera des conditions d'assurance satisfaisantes, et ce sera au bénéfice de tout un écosystème. Absolument. Alors, Greg, vous aviez commencé à parler un peu de ça tout à l'heure, justement, sur les compétences. Donc, on a vu des assureurs même racheter des sociétés pour obtenir des compétences. On a vu des gens faire des formations, nouer des partenariats. Vous avez aussi fait de la formation. Ça va jusqu'où ? C'est-à-dire on forme les gens pour qu'ils aient un petit vernis ou ça va plus loin que ça ? Ça dépend sur le niveau de souscription. Donc, on a les souscripteurs juniors où j'ai créé une Cyber University qui touche les sujets comme Active Directory et les sauvegardes, MFA, tout ça. Mais on a aussi un programme de formation pour les souscripteurs seniors qui est aligné avec la certification de CompTIA Plus. Ah oui. Et donc, avec ça, ils pourront avoir les conversations pertinentes avec les DSI et demander les questions supplémentaires. Donc, je crois avec ça, c'est assez plus ou moins pour les souscripteurs. Ah oui, mais c'est déjà un bon niveau de. Oui, là, ouais. Du coup, on peut discuter avec des spécialistes. On n'est pas dépassé, quoi. Ouais, donc il y a vraiment une évolution. Alors, chez Avril, justement, à propos de cette évolution des compétences, vous avez vu des choses évoluer, vous avez vu des. Alors, les compétences. Allô ? Oui, c'est bon. Oui, les compétences qu'on peut voir aussi bien côté courtier que côté assureur, elles sont indéniables. Alors moi, j'ai pas participé au premier contrat d'assurance qui a été ouvert chez April, puisque je suis arrivé un petit peu après. Mais là, on l'a renouvelé récemment et oui, on a constaté qu'il y avait un très très bon niveau d'analyse et d'expertise sur ce sujet-là. Qui plus est, moi, de ce que je constate aussi, mais là, pas tant en tant que RSSI d'April, mais en tant que RSSI tout court,
Il y a un vrai développement aussi d'outils qui permettent de mieux mesurer en fait la maturité des entreprises, utilisés aussi bien d'ailleurs par les assureurs que même nous, entre guillemets, pour tester nos fournisseurs. Je parle bien évidemment du cyber rating qui se développe et qui devient de plus en plus populaire. Alors, il y a des limites évidemment à cet exercice-là, puisque le cyber rating, pour peu que vous connaissiez ce sujet-là, c'est quelque chose qui regarde vraiment la partie visible de l'iceberg de votre entreprise, tout ce qui est exposé sur Internet. Alors, ça le regarde très bien, ça fait une très très bonne analyse et assez poussée, mais ça ne voit que l'exposition Internet. Si à l'intérieur de votre entreprise, c'est une catastrophe thermonucléaire, que votre CEO n'en a absolument rien à faire de la sécurité, ça, c'est pas le cyber rating qui vous le dira. Mais ça donne un premier niveau et ça permet une première bonne évaluation du sérieux d'une entreprise sur la cybersécurité. Oui, en fait, donc mon approche avec, donc nous utilisons BitSight et pendant la souscription, si je vois que vous êtes en train d'utiliser NetBIOS, RDP, tous les trucs comme ça, oui, je vais penser que probablement c'est merde à l'intérieur. Sans savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, à mon avis, tu vas te poser des questions déjà. Oui, exactement. Mais l'autre truc où nous utilisons ces solutions, c'est pendant la période de la police. Donc, par exemple, l'année passée, pendant l'incident de Microsoft Exchange, nous avons utilisé BitSight pour identifier tous nos clients qui sont vulnérables à cette faille. Et donc, nous avons contacté chacun et puis à la fin, nous avons aidé 200 entreprises qui a eu les web shells dedans leur organisation. Donc, c'est aussi utile pour... et la plupart d'entre elles n'avaient pas détecté. La majorité, en fait, en Allemagne, il y a beaucoup qui a utilisé Microsoft Exchange on-prem, mais en France, il y a peu. C'est juste les Allemands qui n'aiment pas les clouds. Donc, ouais. Bon, la France, c'est récent. Hein. Dans mis longtemps. Par contre, quand on y va, on y va. Hein. Fais pas semblant. Alors, Fabien, justement, toujours dans les préconisations, alors vous me parliez de deux choses. L'accompagnement et le suivi, d'ailleurs, c'est lié, mais c'est deux points différents. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, vous, là, pour le coup, pas pour vous, mais pour les assureurs avec qui vous parlez souvent, vous leur dites, voilà, j'aimerais bien que... Je vous laisse finir la phrase. Tout à fait. L'accompagnement, clairement, en tant qu'ayant vécu le sinistre, on se rend bien compte que très rapidement, on doit trouver un prestataire de service que l'assureur va nous conseiller dans un panel de prestataires. Et ce temps est crucial, en fait. Ce début de lancement de la procédure de sinistre, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a comme un effet de levier sur cette période-là. Si cette période est extrêmement courte, finalement, les étapes suivantes vont s'enchaîner convenablement. La difficulté, c'est d'avoir une proposition commerciale de la part de ces différentes entreprises. Pourquoi ne pas, du coup, en termes d'amélioration que je verrai dans l'avenir, si je pouvais demander quelque chose à mon assureur, avoir déjà négocié finalement une cote, avoir déjà peut-être un master de projet de premières étapes d'intervention avec un leader qui viendra nous accompagner et qui est à la limite déjà rencontré, au cas où. Comme les plans incendie, quoi. Un plan incendie, vous avez déjà la map, vous savez par où sortir, vous savez les premières choses que vous devez faire et surtout qui contacter dans les premières heures. Voilà un numéro rouge aujourd'hui, mais ce numéro rouge donne accès effectivement au service de l'assureur qui va vous accompagner. Mais cette période d'accompagnement nécessite ensuite d'avoir toute une série d'offres à réviser auprès des prestataires et c'est un temps à négocier qui peut prendre, on a vu certains prestataires nous donner des offres sous 2 semaines alors qu'on avait un SI à rétablir. Ah oui. Donc voilà, en nous affirmant, pour ne pas les citer, hein, juste que l'offre n'était pas représentative à la fin du compte de la prestation qu'ils pouvaient nous offrir. Donc clairement, cette problématique pour nous est critique, c'est de diminuer et d'optimiser ce temps du début de crise. Et donc vous préconisez aussi un chef de projet alors. Et un chef de projet si possible qu'on aurait pu déjà rencontrer pour au moins sensibiliser le DSI qui coordonne l'ensemble. Et qui coordonne. Oui, parfait. Alors Laurent, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'évaluation de la méthodologie des... Voilà, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des propositions à faire? Qu'est-ce que vous voyez comme piste d'amélioration? Bon, on en a parlé un petit peu, mais le cyber rating est une première piste évidente. Alors c'est vrai que moi, ce que je constate, même si ça s'améliore, mais c'est vrai que les questionnaires à rallonge, qui prennent des standards assez classiques comme l'ISO pour essayer d'aborder tous les sujets possibles et inimaginables de la cybersécurité. C'est vrai que c'est frustrant parce que quelquefois ça s'adapte pas à la taille de l'entreprise. Et puis il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Pour moi, par exemple, un paramètre évident, c'est l'appétit du management de l'entreprise à traiter le sujet cybersécurité très sérieusement. Et ça,
Oui, il y a quelques questions sur, par exemple, est-ce qu'on partage des tableaux de bord de sécurité avec le board, etc. Mais ça reste très léger. Et c'est très compliqué. Enfin, j'ai l'air de critiquer, mais en fait, je me dis vraiment que c'est très compliqué pour faire vraiment, comme diraient les inconnus, entre le bon et le mauvais chasseur. La bonne entreprise qui prend la sécurité très sérieusement et celle qui sait répondre aux questions et qui coche les bonnes cases, mais qui n'est pas forcément très mature en termes de sécurité. Et là, c'est très compliqué. Il n'y a pas de vraie bonne méthodologie parfaite, je pense, qui donne la note et on peut faire confiance à cette note-là. On sait qu'il est mature ou pas. Voilà, c'est très compliqué. Peut-être que dans 10 ans, on aura quelque chose, mais pour l'instant, non. Alors justement, Christophe, vous me disiez qu'une des clés principales pour déverrouiller tout ça, c'est peut-être la façon dont on peut valoriser. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, il y a un sujet de valorisation du risque. Et juste pour revenir sur ce qui a été dit très rapidement, le challenge de l'assureur, il a, sur un questionnaire ou à travers une réunion d'information, il a à peu près 2 heures pour évaluer un risque. Donc mettez-vous à sa place. Il ne part pas sur 3 semaines d'audit. Il pourrait faire un audit par la suite, mais en l'espace d'une demi-journée, il doit se forger une appréciation sur un dossier et savoir si effectivement il va délivrer X millions d'euros de garantie pour un montant de prime X. Et donc ça, c'est quand même un sacré challenge parce que il y a des organisations qui sont complexes, qui ont une histoire, il y a des filiales, etc. etc. Donc voilà, donc on passe par cette grille d'appréciation qui a ses limites, mais où les questions sont devenues quand même pertinentes. Non, il y a un sujet sur lequel on travaille, et je pense qu'on a tous besoin de travailler. On parle de risque cyber, on parle d'assurance cyber. Si je vous pose la question, si vous aviez un sinistre demain, quel est le montant maximum de perte pour votre entreprise, ou quel est le montant que vous pouvez raisonnablement escompter en matière de perte parce que vous avez prévu une segmentation, parce que vous êtes en capacité de détecter, de réagir rapidement. Vous verrez, quand on pose ce type de questions, on n'a généralement pas de réponse parce que c'est une question simple avec, j'allais dire, une réponse question simple mais réponse complexe à apporter, parce que le DSI ou le RSSI vous dit oui, on va être effectivement en surcharge, il va nous falloir 15 jours pour redémarrer. Par contre, est-ce qu'on est totalement arrêté? Est-ce qu'on va pouvoir fonctionner en mode dégradé? Voilà, donc on atteint vite les limites de l'exercice, on tourne autour du sujet sans l'apprécier. Il est fondamental pour une raison très simple, c'est que c'est aussi on aura besoin de cette transparence, de cette information pour, y compris, faciliter le travail de l'assureur. C'est-à-dire que si on présente un dossier et qu'on peut raisonnablement penser qu'un sinistre, une attaque cyber va générer une perte de quelques centaines de milliers d'euros, on voit le dossier différemment que si effectivement on amène une garantie de 5 millions d'euros en se disant potentiellement j'ai 5 millions d'euros de garantie qui vont être épuisés au premier sinistre. Ce qui est fort heureusement pas toujours le cas. Donc tous les sinistres cyber ne sont pas des sinistres catastrophes, il y en a. Donc on a besoin de faire ce travail d'évaluation. Il a 2 avantages, je pense, que de permettre aux assureurs de mieux monitorer leurs expositions et les évaluer, parce qu'à un niveau de risque, il y a un niveau de prime, et qu'aujourd'hui on est plus à un niveau de prime pour un niveau de garantie, la taille de l'entreprise jouant évidemment, et puis l'autre élément pour les DSI et les RSSI, ça va soutenir votre demande d'investissement auprès de la direction, auprès du directeur financier, parce que si effectivement vous évaluez de manière sérieuse votre exposition et vous dites voilà, demain si nous avons un sinistre ransomware compte tenu de la configuration actuelle, parce que l'AD est insuffisamment protégé, c'est un sinistre qui va coûter à l'entreprise 5 millions d'euros, et que vous étayez cet élément-là, je pense que vous aurez l'écoute du management. Et si vous réclamez des moyens supplémentaires pour que ça ne coûte pas 5 mais ça coûte beaucoup moins, généralement il y a des chances que vous soyez écouté et suivi. Mais on va être sur des éléments factuels. Donc ces éléments de valorisation du risque aujourd'hui sur le cyber, on tourne autour du sujet. Elles sont traitées quand on fait de l'assurance incendie. Voilà, on met 10 millions de contenus dans un bâtiment, on met un sprinkler et on se dit que raisonnablement on peut penser que tout ne brûlera pas, et l'assureur donnera 10 millions en pensant que s'il y a un sinistre il paiera beaucoup moins. Donc il ajuste sa prime en conséquence. Sur le cyber, je pense qu'on a ce challenge-là collectivement, entreprises, courtiers, assureurs, pour j'allais dire trouver une méthodologie qui amène une visibilité qui soit correcte. On a beaucoup d'entreprises qui finalement s'assurent mais sans savoir si elles sont suffisamment assurées, si elles ne sont pas sous-assurées, qui nous disent c'est trop cher.
Par rapport à quoi quel est le critère? Voilà, donc l'élément valorisation pour nous est un élément important qu'il va falloir travailler. Très bien. Sur cette incantation à travailler ensemble, nous allons conclure ce débat avant de passer aux questions-réponses. Donc je vais juste demander sous forme de conclusion à chacun autour de la table de me dire finalement est-ce que le cyberrisque n'est pas inassurable? Alors, commençons par l'assureur. Je crois que c'est assurable, mais je crois que le sujet de les risques systémiques, c'est compliqué et donc probablement nous devons utiliser les exclusions pour ces types de risques dans le futur où les clients peuvent choisir s'ils veulent les garanties pour les risques systémiques ou pas. Qui vont augmenter la note, forcément. Oui, exactement. Très bien, merci. Alors moi, je pense effectivement aussi que c'est assurable, et la preuve. Et je pense que c'est effectivement, je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est vraiment un outil aussi qui peut permettre aux entreprises d'évangéliser la sécurité. Et je ne crois pas trop en l'argument qui a été évoqué tout à l'heure, hein, qui est valide, mais j'y crois pas trop sur le côté finalement j'investis plus dans une cyberassurance, je vais dépenser cet argent-là sur... c'est un débat. Voilà, c'est un débat. C'est un peu comme si on disait je prends à l'inverse, je prends une assurance pour mon auto, mais donc du coup j'ai plus besoin de porter la ceinture parce que si j'ai un accident, c'est bon, je serai assuré, quoi. Non, parce que c'est l'exclusion. C'est l'inverse. Mais non, donc voilà, j'y crois pas et je pense au contraire c'est un très très bon outil dans l'entreprise et ça aide bien quand on est en difficulté, on est RSSI et on est en difficulté. Oui. C'est vrai que ça aide bien les RSSI, c'est vrai pour le coup. Alors. Ce risque cyber, il est assurable ou pas? Oui, il est assurable. Comme tout risque, pour être assurable, il doit être aléatoire. Donc la première des choses que l'on a à faire, c'est gérer son risque. On le fait en incendie, on doit le faire en cyber. Et quand on gère son risque, quand on est au bout de l'exercice, on transfère un risque aléatoire avec une probabilité de survenance faible pour trouver des conditions satisfaisantes. On a vu, on le voit moins aujourd'hui, mais certaines entreprises, à un moment donné, ont peut-être considérer l'assurance comme une solution à leurs problèmes de cybersécurité en se disant quoi qu'il en soit on est assuré. Voilà, ça marche plus. C'est parce que j'allais dire la menace cyber quand elle s'exprime, généralement elle s'en prend pour les plus faibles, les plus faciles. Hein. Si j'allais dire il n'y a pas de protection, si on n'a pas sécurisé son SI, c'est de l'aubaine pour tous ceux qui ont des intentions malveillantes. C'est comme le vol, ça fonctionne de la même manière. Absolument. Et donc, Fabien, pour finir, donc... Oui, je pense que je vais revenir sur une thématique qui est clivante avec Laurent, hein, mais je vais prendre l'exemple de l'armée belge, par exemple, qui n'assure pas ses actifs, c'est le citoyen, finalement, et s'il y a un dégât sur un char, on voit mal, effectivement, s'assurer contre un obus sur un char. Bon, ici, on a un risque qui est effectivement aléatoire, mais il est tellement grand qu'il est très difficile de trouver une assurance. Il n'y aura pas de réassureur non plus, je crois. Exactement. Alors, dans un monde à ressources limitées, je pense qu'il faut effectivement shifter le temps qu'on a besoin pour évaluer ce risque. Et comme le disait si bien Christophe, prendre en main ce risque, ça demande d'y mettre des ressources. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, les personnes, d'abord l'expertise est rare, et ensuite, pas que chez les assureurs, hein, nos ressources du côté IT pour apprécier le risque cyber est également rare. Donc, cette raréfaction des ressources pour l'apprécier demande à ce que... on trouve d'autres méthodologies, peut-être. Et qu'on transfère éventuellement une partie chez l'assureur, justement. Ou chez l'éditeur. Puisqu'on parlait de l'assurance tout à l'heure, qu'un éditeur aujourd'hui qui est adopté au sein d'une entreprise a lui-même une assurance qui couvre tous ses clients dès le moment où, pas tous les éditeurs, mais certains éditeurs commencent à se lancer sur ce marché. Je pense qu'il y a une piste à explorer. En tout cas, en termes de partnership, ça peut être intéressant. Absolument, les assureurs qui s'assureraient avec des éditeurs dans certaines utilisations. C'est vrai que c'est une piste qui pourrait être intéressante. On rentre dans des produits dérivés de produits dérivés, mais... Oui, mais ça pourrait. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, si vous voulez poser une question, je vous demande juste de votre nom et votre prénom et votre société, et après vous posez votre question. Oui, Ghislaine Lebrun, conseil régional de Bretagne. J'ai une petite question. J'ai pas mal travaillé la semaine dernière justement sur le cyber-risque. Et j'ai une question sur le paiement ou non des rançons. Vous savez que ça, c'est vraiment... C'est très discordant, on va dire. On a des avis différents là-dessus. On va aborder un peu l'année dernière. Oui. Donc, je peux dire que récemment... Position des assureurs. Oui, sur le côté des assureurs, pour nous, c'est toujours assurable. Je sais qu'il y a les autres assureurs qui ont une vie
qui a une vie différente. Mais pour nous, si je demande assez de sécurité avant la souscription, je crois que c'est raisonnable de donner cette garantie parce qu'on peut toujours avoir les situations où il n'y a aucune autre option. L'autre truc, c'est que dans nos polices, on demande qu'il n'y a aucune autre option que de payer le rançon aussi. Donc, on ne peut pas avoir un assuré qui dit « Oh, mais c'est plus facile comme ça, je vais payer ». Ça, ce n'est pas l'idée. Pour chaque sinistre, on a une prestataire IT qui gère l'incident. Et donc, si c'est le vie de cette prestataire qu'il n'y a aucune autre option, ils peuvent payer. Mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Et normalement, pour la majorité de sinistres, c'est seulement environ 10% où on paye le rançon. C'est pas beaucoup. Mais c'est vrai que vous faites peut-être pas exception, vous êtes quelques-uns à faire exception. La plupart des assureurs français, c'est niet. Yeah. Ça ne paye pas. Ouais, c'est Generali et AXA, je crois. Mais ça, c'est les autres toujours. Comment ? Officiellement, pardon. Officiellement. Est-ce que je peux me permettre Oui, de oui, répondre bien aussi sûr. Je sais pas Si, bien sûr, c'est à tout le monde, allez-y. Je pense à titre personnel que tout ce qui est rançon, c'est vraiment une très très mauvaise idée pour le coup de les payer pour deux raisons. La première, c'est évidemment qu'il n'y a absolument aucune garantie. Et là, c'est un petit peu ma fibre ANSSI qui parle de mon expérience précédente. Voilà. Donc il n'y a absolument aucune garantie de récupérer ces données. Mais surtout le pire dans tout ça, c'est qu'en payant les rançons, on entretient le système en fait. Parce que voilà, les entreprises du coup qui paient la rançon, ça donne tout autant de motivation aux attaquants de continuer leur business puisqu'ils savent de toute façon que l'entreprise va payer plus qu'elle est couverte. Alors, j'ai fait une petite parenthèse, mais là, on ne va pas poser des questions, parce que là, on est vraiment sur la dynamique entre l'assurance. Voilà, on a fait une petite digression. Maintenant, si vous avez des questions, ça sera plutôt sur cette nouvelle dynamique pour relancer. C'est pas relancer la cyberassurance, c'est relancer le lien entre les assureurs, l'offre et la demande, hein, ce que disait Christophe tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt là-dessus les questions. Parce que sinon, sur les autres, vous pourrez les poser après, mais là, on est dans un débat. Mais il y a d'autres débats sur les rançons, c'est pour ça, et j'en ai fait moi-même, mais là, on est vraiment sur ce sujet-là. Bonjour, Arthur Chen, Société Orange Cyberdéfense. Je me posais une petite question sur l'évaluation du risque en elle-même, dont on a beaucoup parlé et qui est évidemment un point crucial. On en a parlé du point de vue des questionnaires clients et donc de l'analyse du niveau de sécurité d'un client, qui paraît donc directement lié à son niveau de risque, c'est normal. Mais on a moins parlé, et c'est peut-être une spécificité du risque cyber que d'être quand même généré par des êtres humains par rapport à un incendie, et donc des êtres humains qui peuvent avoir des motivations qui évoluent et qui les amènent à cibler plus un secteur qu'un autre, plus un type d'entreprise qu'un autre. Est-ce que ça, c'est un paramètre, cette étude de la menace telle qu'elle existe dans la nature, au-delà d'un client donné, que vous étudiez aussi pour évaluer le risque cyber ? Alors, qui répond là-dessus ? Je crois Christophe... Non, mais la menace cyber, elle est d'abord externe, elle peut être interne. Il y a le baromètre de CNIL qui est sorti hier. Pour information, il y a eu 5000 notifications à la CNIL et que vous rentrez dans le détail, vous avez dans ces 5000 notifications, donc 5000 incidents déclarés, vous avez à peu près 1000 incidents qui sont de cause interne, d'actes de malveillance de cause interne. Moi, j'étais surpris par le montant. Il y a quand même dans les boîtes 900 entreprises qui ont eu à déclarer une fuite de données parce qu'un salarié en interne a volontairement commis un acte de malveillance. Oui, le sujet est examiné. Maintenant, c'est vrai qu'on fait un focus sur le risque principal, il est externe. Si on se dit les choses, ce qui fait peur à tout le monde, c'est le ransomware, c'est le blocage des systèmes d'information. La fuite de données est un sujet, mais la sinistralité, celle qui fait mal et qui coûte cher, c'est la paralysie du SI. Voilà. Et généralement, c'est les campagnes de ransomware sur des groupes constitués qui se professionnalisent, qui ont des affiliés. On a une période d'accalmie. La Conti a été démantelée au mois de décembre. Mais voilà, donc le sujet central est plutôt sur l'externe. Et revenu au Costa Rica. Enfin bon, voilà. Donc une question ici. Bonjour, Geoffroy Petit, Bearing Point. Moi, j'avais une question pour revenir sur le sujet des éditeurs, qui est un sujet que je trouve assez clé sur les sujets des vulnérabilités et du risque. Est-ce qu'il y a justement des bonnes pratiques à mettre en place pour les RSSI ou les DSI dans leur contrat de service avec les éditeurs ou avec leurs infogérants au regard des couvertures d'assurance ?
Et notamment, est-ce que les assureurs recommandent d'intégrer dans les contrats, c'est un sujet qui a été évoqué un peu plus tôt, des clauses sur les assurances des éditeurs et des infogérants? Je vais répondre à une toute petite partie de la question et je laisserai mes collègues compléter. Mais déjà, il y a une chose toute bête à faire, c'est demander ce que je disais tout à l'heure, le PASS, le plan d'assurance sécurité, c'est absolument indispensable. Moi, je ne me vois pas chez April contractualiser avec un nouveau partenaire sans lui demander ça. Alors, ça ne fait pas tout, voilà, mais ça donne une très très bonne idée du niveau de sécurité de l'entreprise, avec quel sérieux le prend le sujet. Qu'est-ce qu'elle a mis en place, tout ce dont on parlait plus tôt, MFA, EDR, etc. etc. Et ça, je pense que c'est un élément important pour répondre à votre question. En termes de l'assurance pour les éditeurs de logiciels que vous êtes en train d'utiliser, c'est difficile parce que les polices de PI, donc les polices professionnelles en France, ne couvrent pas ou plus le cyber. Et en plus, sur le contrat cyber, il n'y a plus de garantie pour le dommage professionnel, plus ou moins. Donc, les services qu'on donne, c'est pas couvert, ces types de dommages. Donc, il y a une gap dans les garanties et donc je ne sais pas si l'assurance est la solution pour ça. Je peux dire que pour le cloud, par exemple, on dit que normalement, les grands prestataires de cloud comme AWS et Azure sont mieux que les petites parce qu'ils ont plus de l'argent à dépenser sur leur sécurité. Donc, bien sûr, ils sont mieux. Mais autrement de ça, nous n'avons pas un avis sur le logiciel ou sur les prestataires qui sont mieux que les autres. Parfait. Donc c'est pour ça que Fabien disait que ça pouvait être bien d'avoir dans les pistes d'amélioration des liens plus serrés entre assureurs et éditeurs, ce qui est peut-être une piste. Ah, j'ai une question là-bas au fond. Bonjour Isabelle Sion-Dominico, CARSAT Aquitaine. Moi j'avais une question de savoir quel est le pourcentage à peu près d'entreprises qui disposent d'une assurance cyber à aujourd'hui. Dans notre rapport de Cyber Readiness cette année, je crois en France, le nombre c'est 67% pour la France. C'est pas mal. Étonnant. Il y a beaucoup de chiffres. 67. Non, ça c'est en totalité. Donc nous faisons une analyse de le marché. Et par exemple aux États-Unis, c'est le même nombre pour les dernières 2 années, c'est à 65%. Mais je crois que ça c'est parce que il y a beaucoup de grands clients qui n'ont plus d'assurance. Ça me paraît beaucoup. Ça c'est l'analyse. Donc alors, de ce qu'on voit, il y a des chiffres qui circulent. L'AMRAE, l'association des risques managers, publiait un chiffre de 8% sur les ETI. On a une certitude, c'est que les grands groupes aujourd'hui sont assurés. Alors les grands groupes, on va prendre SBF 120. Pour faire simple, le CAC 40, vous redescendez en dessous, les grosses ETI. Après 250 millions de primes, ça vous donne, compte tenu des volumes de primes qui sont en incendie, on doit dépasser le milliard d'euros d'encaissement sur le marché français. En fait, le taux de pénétration de l'assurance cyber reste très faible sur les TPE, PME. Sur les ETI, c'est assez variable. Mais on a peu d'informations de sources fiables pour vous donner une réponse précise. Et je sais que pour cette analyse, la majorité de clients où nous avons demandé ces questions, c'est les grands comptes, c'est les grandes entreprises. Ah oui, les 67%, bah oui, 67% sur les grands comptes, c'est tout à fait réaliste, oui. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on a une autre question? On a encore le temps pour une question? Oui, j'en ai une là et là. Alors, attendez. Hop. Bonjour, Adrien Capraille, CNC Expertise. Donc j'ai une question en fait par rapport aux autres risques. On voit souvent qu'il y a des conformités. C'est-à-dire que tout à l'heure on a fait une analogie avec les sprinklers, mais les sprinklers ils sont vérifiés tous les ans et suivant une norme AFSAD. Aujourd'hui il existe une norme AFSAD qui est la D32, qui n'est pas connue. Est-ce qu'en face il y a une obligation ou peut-être est-ce qu'il serait utile de réfléchir à une application de visite de conformité annuelle pour l'ensemble des SI afin que tout le monde puisse avoir une même lecture? Alors, Craig ? Oui,
oui, c'est utile, mais donc, je sais en France, il y a le nouveau standard, comme en Angleterre, où il y a Cyber Essentials. Donc, mais c'est toujours une question que est-ce que ça couvre tous ou pas? Donc, est-ce que si on a le OT aussi, est-ce que ça couvre le OT aussi ou pas? Donc, c'est toujours une question de est-ce que c'est inclusif de tout le réseau, juste une partie, juste une filiale, n'importe où. Donc, pour moi, c'est pas pour mes questions que je demande, je dois avoir la certitude légale que si c'est pas en place, je peux dire non, je ne vais pas payer le sinistre. Donc, et ça, c'est raisonnable. Mais si on fait, si je donne toutes mes conférences en ce type d'analyse, ça, ce n'est pas assez pour avoir cette certitude légale. C'est ça, il y a le point légal. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci beaucoup.